bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un nouveau livre, un nouveau magazine que j'ai trouvé en grande surface. Et bien, je sais pas, il a attiré mon regard, il a capté mon attention, si je puis dire. Et voilà, je voulais le feuilleter avec vous. Alors effectivement, je suis extrêmement peu régulier, mais j'essaie de faire des vidéos quand j'ai le temps, et malheureusement entre le travail, la vie privée, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps. Là, actuellement, j'en ai, donc j'en profite. Alors, comme le nom l'indique, il s'agit d'un magazine sur les oiseaux, sur notamment les oiseaux que l'on peut retrouver dans nos jardins, en tout cas en France, si j'ai bien compris. Alors, effectivement, on voit le crayon pour marquer la page parce que j'ai déjà commencé à le feuilleter et j'aime pas trop corner les pages. Donc j'ai mis un crayon. Alors bien entendu, il ne s'agira pas de lire l'intégralité du magazine ici, mais je me suis dit que ça pourrait quand même être intéressant. Alors en avant-propos, il nous est indiqué que les oiseaux fascinent l'homme depuis longtemps, symbole de liberté, de maîtrise du flux aérien qu'aucune de nos inventions technologiques n'a pu égaler, mais aussi dotés de formes étonnantes, de couleurs attractives et de chants variés. La vie faune sait séduire l'esthète qui sommeille en nous. Pour l'esprit curieux, la simple baie vitrée donnant sur un jardin devient un espace d'émerveillement, un petit théâtre vivant dont les acteurs emplumés se partagent les rôles. Sur une mangeoire à graines de tournesol en hiver, à la lucarne d'un nichoir à mésanges quand revient la belle saison. Le spectacle y est garanti pour petits et grands. L'ouvrage que vous avez entre les mains met prioritairement l'accent sur les oiseaux de proximité, ceux pour qui la cohabitation avec l'homme ne constitue pas un obstacle. Certaines espèces accompagnent l'humanité depuis la révolution néolithique. Elles trouvent à notre contact des édifices pour se reproduire, des animaux d'élevage que l'on nourrit et qui attirent des proies potentielles, insectes, rongeurs, etc. Nos vergers, il fallait bien que je bégaye à un moment donné. Nos vergers et jardins, potagers, procurent aux oiseaux des ressources saisonnières. Notre pelouse est un gisement de lombriques. Nos baies paysagères abritent des nids. Et qui sait, l'observation des oiseaux du jardin ne sera peut-être qu'une première étape. L'incitation à porter le regard au-delà des limites de notre petit lopin de terre vers ces grands espaces que l'on parcourt lors d'une balade à la campagne, de vacances au bord de mer ou d'une randonnée en montagne, c'est la raison pour laquelle des espèces d'oiseaux emblématiques de ces paysages sauvages ou aménagés font également l'objet d'une présentation. À une époque où la dématérialisation numérique se substitue de plus en plus à une approche tangible de la nature, s'intéresser à la vie des oiseaux n'est pas une perte de temps, mais un gain d'émotion simple, profitable à notre équilibre. Malgré une érosion générale de la biodiversité, l'oiseau reste encore bien présent pour qui sait être attentif à ses bruissements d'ailes et à ses émissions sonores. Belle découverte. Effectivement, ça donne envie de lire. En tout cas, moi. C'est vrai que je suis un grand passionné de la nature, j'aime énormément les oiseaux, même si je dois le reconnaître.
Je n'y connais absolument rien. Alors, observer les oiseaux, petit 1, petit 2, où vivent les oiseaux, forêt, bocage et jardin, 4, campagne et terres agricoles, fleuves, étangs, marais, en grand 5, relief et falaises côtières, en grand 6, villes et villages, grand 7, et lieux multiples. Eh bien, pour donner du sens à tout ça, je pense qu'il vaut mieux commencer par le commencement, à savoir observer les oiseaux. Alors effectivement, je vais vous montrer quelque chose que j'ai potentiellement déjà lu. Et je trouve ça quand même hyper intéressant. Comment les différencier, comment les accueillir. Alors, comment les accueillir dans notre jardin. Ici, il ne s'agit pas du tout de vraiment les prendre chez nous. Les amis du jardinier. Utile, nuisible, le binôme s'estompe peu à peu dans notre vocabulaire au profit des termes bienvenus et indésirables, qui ne sont pas forcément aussi cloisonnés qu'il n'y paraît. Pour preuve, tel oiseau à régime insectivore mangera indifféremment des chenilles qui rongent nos salades et des chrysopes, grandes consommatrices de pucerons suceurs de sève au potager, comme au verger, ou dans un massif de fleurs. Ainsi en va-t-il avec les jolis mésanges qui nourrissent leur nichée avec de pleines bectées d'insectes, comprenant pour la partie des ravageurs de nos légumes, mais aussi des auxiliaires patentés du jardin. Le même commentaire mitigé est valable s'agissant du mignon rouge-gorge qui suit avec une familiarité sans pareille le sillon de terre retourné par la bêche. Car à y regarder de près, ce chouchou du jardinier n'est pas auréolé de toutes les vertus qu'on lui prête. Son électisme alimentaire le fait passer d'un lombric, qui n'assurera plus l'aération de nos sols, à une larve de capricorne dont l'adulte se serait peut-être logé dans le tronc du prunier, nous gratifiant chaque année de confitures de mirabelle dont on se régale en hiver. Et quid du célèbre moineau? Doit-on le regarder de travers pour son penchant naturel à picorer nos jeunes semis, ou bien le louer d'élever ses petits avec une bouillie d'insectes parmi lesquels certains sont des ravageurs? Il ressort de ce qui précède une réalité toute simple. Le jardin englobe une communauté avienne dont de nombreux éléments réunissent à la fois des ravageurs et des inconvénients, dont de nombreux éléments réunissent à la fois des avantages et des inconvénients lorsqu'on les considère avec objectivité. Ce constat étant posé, nous n'avons d'autre choix que d'accepter une cohabitation aussi harmonieuse que possible, avec des oiseaux qui ont pris le parti de se rapprocher de nos maisons. Parce que le gîte est le couvercle. Et le couvert, à chaque fois, je fais cette erreur d'articulation. Ils sont assurés. Le gîte et le couvercle, ça ne veut absolument rien dire, mais bon, c'est pas grave. L'Observatoire des oiseaux des jardins. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant, vraiment. Après, effectivement, ce qui est indiqué ici, bon, c'est assez évident. C'est-à-dire que les oiseaux, tout comme toutes les espèces, apportent du positif, du négatif, ça c'est normal. Mais ça fait quand même se poser des questions et ça apprend des choses. Ça je trouve
trouve ça hyper intéressant aussi, les statistiques, fréquence et abondance des espèces. Donc on voit que pourcentage de jardins où l'espèce est présente. Le top 1, c'est mésange charbonnière, présente dans 83,9% des jardins. Ensuite, le rouge-gorge familier, 81,1%. La mésange bleue, 75,1%. Le merle noir, 73,5%. Le moineau domestique, 69,7%. Le pinson des arbres, 63,2%. La tourterelle turque, 49,3%. Et la pie bavarde, 44,9%. Je trouve ça assez intéressant de voir qu'entre le 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, j'ai envie de dire ça se suit plus ou moins. Et après, entre le pinson des arbres et la tourterelle turque, ça passe déjà de 63 à... comment dire, à 49. Il y a déjà un gros écart. Nombre moyen d'individus par jardin. Le moineau domestique, par jardin, généralement, il y a 6,57 individus. Donc le moineau domestique, c'est... Et on voit que la mésange charbonnière, qui est la deuxième, 3,66. Ce qui est quasiment déjà 2 fois moins que le premier. Donc dans la même idée, je trouve ça extrêmement intéressant. Des plumes d'une diversité infinie. Apparu sur des dinosaures comme ornement de parade. Le plumage, en recouvrant les membres antérieurs, permit à certains d'entre eux de planer, puis autorisa le vol battu chez leurs descendants aviaires. Et donc, ils expliquent ici qu'en fonction des espèces, les plumes vont avoir différentes utilités, la couleur notamment sur les plumes, s'exposer ou se camoufler. La bécasse compte sur son mimétisme pour se confondre avec le sous-bois. Et effectivement, ça se voit encore plus, je trouve, sur la vidéo. Il y a une bécasse ici. Et ben franchement, je peux comprendre qu'on ne la voit pas. Après, ils expliquent l'évolution des pattes. Donc des pattes adaptées à l'habitat et au mode de vie. Donc les pattes des oiseaux sont héritées également de leurs ancêtres dinosauriens du Jurassique, dont découlent les écailles soudées qui les recouvrent. L'évolution a permis une diversification de ses membres inférieurs en fonction des adaptations d'ordre alimentaire principalement. Organes privilégiés de la locomotion et de la stabilité sur un support, les pattes sont utiles pour se gratter et ordonnancer les plumes, saisir de la nourriture, combattre, voire séduire une partenaire. Effectivement, tout le monde sait qu'il y a certains oiseaux qui s'accrochent aux arbres avec leurs pattes. Certains attrapent des proies et d'autres nagent. La même évolution avec le bec. Celui-là, je l'avais vu, je l'avais trouvé assez étrange. Ça fait un peu monstre. Parce que ce qu'on voit là, c'est sa langue, je crois.
je dis peut-être n'importe quoi, mais ça me permet... En fait, on dirait que son bec se sépare en deux parties. Mais non, effectivement, on voit derrière... on voit bien que ça, c'est qu'une seule partie. Mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Et pourtant, c'est le 5. Donc le 5, ils disent... L'oie est équipée pour brouter l'herbe grâce aux denticules latérales de son bec. J'avoue ne pas vraiment comprendre ici. Et donc enfin, ils expliquent comment les observer. Les oiseaux bénéficient d'un fort capital de sympathie. Les raisons sont multiples. Couleurs variées, chants harmonieux, dévouement dans l'élevage des nichés, leur migration nous émerveille, et la maîtrise de l'espace aérien les désigne comme symbole de liberté. L'observation des oiseaux commence souvent dans son jardin. Si l'on fait partie des 45% de Français disposant d'une parcelle de verdure attenante à sa maison. Certains oiseaux sont naturellement enclins à rechercher la proximité de l'homme. Le merle, par exemple, exploite les pelouses d'où il extrait des lombrics remontant à la surface lors des arrosages. D'autres espèces se laissent séduire par la pose de nichoirs, et un plus grand nombre encore vient se ravitailler sur des mangeoires en hiver. Ces installations nous offrent l'opportunité de découvrir en famille toute une diversité d'oiseaux communs à travers une fenêtre. Une baie vitrée, à distance, propice et sans déranger ses visiteurs emplumés. C'est souvent cette première approche qui incite à prolonger, dans la campagne environnante, l'observation d'oiseaux ne fréquentant pas les jardins. Pour ce faire, une paire de jumelles et un guide de détermination de l'avifaune. Il en existe beaucoup dans le commerce, seront de précieux atouts. Le site internet de la LPO, donc Ligue pour la protection des oiseaux, fournit des réponses propres à satisfaire la curiosité de quiconque a posé un pas dans le vaste univers de l'ornithologie contemplative. Ceux pour qui l'observation des oiseaux devient un loisir pourront se rapprocher d'une association locale de passionnés organisant différentes activités en intérieur et des sorties dans la nature sur le thème de l'oiseau. La fréquentation de ces structures ouvrira bien des horizons. Si vous préférez faire cavalier seul, munissez-vous d'un carnet de terrain et notez-y précisément tous les détails de vos rencontres avec l'avifaune. Les contacts avec les oiseaux n'étant pas seulement d'ordre visuel. C'est davantage par la voix que les passereaux se signalent à la belle saison. Identifier une espèce par son chant est devenu plus aisé ces dernières années grâce à des applications permettant de mettre un nom sur les chants que vous venez d'enregistrer avec votre smartphone. Alors j'avoue que j'aurais bien voulu qu'il donne le nom de l'application en question, je l'aurais téléchargé. Voilà, donc ensuite plein de conseils pour bien les accueillir d'ailleurs. Ils indiquent qu'ils proposent quelques modèles de nichoirs à construire et installer avec des conseils pratiques. Donc voilà. Si jamais, j'espère que vous arrivez à lire ici, normalement oui. Donc ils expliquent qu'il y a plusieurs types de nichoirs. Le nichoir semi-ouvert, le pot de fleurs, le caisson en martinet. Il explique également comment fabriquer un nichoir à balcon.
Ensuite, comment faire tes nids artificiels. Franchement, quand je vois que certains oiseaux arrivent très bien à faire leur nid sans forcément mon aide, j'avoue que j'aurais jamais la foi de faire ce type d'installation parce que je me dis, imaginons, sans vouloir imaginer le pire, mais imaginons j'essaie de me lancer là-dedans et je sais pas, je l'accroche mal par exemple, c'est mal collé. Et les oiseaux ou les œufs, je sais pas, tombent et un drame arrive, ce serait horrible, je l'aurais sur ma conscience. Je préfère laisser faire les pros, à savoir ici les oiseaux. Et ensuite on changerait de chapitre pour finalement arriver là où j'en suis. Là où j'en suis, c'est-à-dire l'explication des différents types d'habitats. J'ai pas beaucoup avancé. Donc voilà, ce qu'ils expliquent pour l'instant là où j'en suis, c'est qu'il y a 4 grandes entités écologiques, avec les habitats boisés, paysages agricoles, zones humides, parfois minérales naturelles ou artificielles. Voilà. Bon, c'était pas une très très longue vidéo, j'espère cependant que cette petite lecture de ce magazine sur la reconnaissance des oiseaux qui nous entourent vous aura intéressé, vous aura plu et surtout, parce que c'est l'objectif, j'espère que ça vous aura détendu. Je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos, d'être un petit peu plus régulier. Mais j'avoue que j'aime beaucoup les vidéos de page turning. Et le problème, c'est que je n'achète pas des magazines, je n'achète pas des livres tous les 4 matins. Donc ça, c'est la première chose. La seconde étant le problème de temps. Donc je vais essayer de me trouver justement un petit peu de temps à vous accorder. Et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit. Et à plus tard.